Peut-on faire confiance à nos hôpitaux? Et nos infirmières sont-elles compétentes pour qu'on leur confie notre bien le plus précieux, notre santé? Quel crédit accorder à nos laboratoires d'analyse? Suite du point de vue de Mansa sur notre système de santé et les solutions à lui apporter, puisqu'à Mansa, la seule critique ne saurait constituer un projet. À la vérité, se concentrer sur le médecin pour expliquer la déliquescence du système de soins de santé en Afrique, c'est vraiment réducteur. C'est chausser des œillères. Parce que le mal est beaucoup plus profond et les responsabilités très partagées. Les médecins ont, c'est vrai, une immense part de responsabilité pour les raisons que nous venons d'énumérer. Tout le monde est roi là où il est. Celui qui est à la caisse, truand de la caisse. Celui qui est dans l'administration fait engager frères, sœurs, oncles, tantes et tout le reste. Celui qui est à la réception, il fait passer qui il veut en monnayant. En fait, je tombe dans un environnement qui a perdu tout sens de discipline. C'est l'hôpital dans son ensemble qui est malade. Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique. Dans la majorité des pays d'Afrique francophone, ça va très mal. Même ceux qui semblent de façade, comme ça, donner une image que ça va bien, dans le fond, ça va mal. Le mal est profond. Il suffit de rentrer dans ces centres qui inspirent plus la peur que la confiance. Le plateau technique est des plus sommaires et parfois des plus obsolètes. Le personnel soignant totalement démobilisé. Faut être philosophe quand on arrive dans une structure hospitalière en Afrique. Pourquoi? Parce que on va traiter la maladie, le malade, la famille et l'environnement. Moi, je fais beaucoup des hôpitaux en Afrique. Et j'ai vu récemment des cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où tout était fait pour pouvoir prendre en charge de manière correcte certains patients. Une jeune fille qui est décédée d'ailleurs à la suite de cette situation, dans un hôpital où il y avait tout. Il y avait le matériel qu'il fallait. Il y avait les compétences humaines, entre guillemets, qu'il fallait, puisqu'il y avait besoin, par exemple, d'un neurochirurgien, il y était. Il y avait besoin d'un service de réanimation, il y avait. Il y avait besoin d'un plateau technique de qualité, il y avait. Mais à la fin, cette jeune patiente qui aurait pu ne pas mourir est décédée parce que il n'y a pas eu justement cette notion de conscience professionnelle et d'organisation pour pouvoir lui donner sa chance. Et là, il y a vraiment une faute, pas parce qu'il manquait du matériel, pas parce qu'il n'y avait même pas de compétences, parce que la compétence y était, mais l'organisation et la conscience professionnelle n'y étaient pas. Ils sont pas moins bons. Ils ont été formés comme tout le reste. Mais comme je vous disais, c'est un problème de plateau technique, de motivation individuelle, là ça dépend de tout un chacun, et d'infrastructures hospitalières qu'on trouve sur place. Et je pense qu'il y a tout un travail de fond, d'abord au sein des professionnels de santé, pour essayer de remettre de l'ordre dans leur mécanisme de fonctionnement. Pour bien comprendre notre système de santé en Afrique francophone, on ne peut pas faire l'économie d'un retour en arrière. On doit partir de l'histoire, celle de la mise en place du système de santé dans les colonies françaises autour des années 1900, avec une empreinte très marquée du service de santé des armées. Au cœur de ce dispositif, l'hôpital joue un rôle essentiel pour la prise en charge des maladies graves. Les patients sont pour la plupart conditionnés et stabilisés en vue d'une évacuation sanitaire pour une meilleure prise en charge dans les hôpitaux de la métropole. Car dit-on déjà à l'époque, les moyens sont insuffisants dans ces hôpitaux de colonies. Tiens, cela ne vous rappelle rien? Aujourd'hui, plus d'un siècle après, on entend encore parler d'évacuation sanitaire pour plateaux techniques insuffisants. On va en parler. Alors même que l'argent dépensé pour le parc automobile de certains ministres suffirait pour équiper un hôpital de ce plateau technique. Mais ça, c'est une autre affaire. Par la suite, le système de santé a été élargi pour soigner les indigènes. Pas par altruisme ou par humanisme, mais pour des raisons économiques. Simplement parce que on a besoin d'employés en bonne santé dans les plantations et les mines. Il faut une main-d'œuvre en meilleure santé. On va alors créer des hôpitaux réservés aux indigènes et des hôpitaux réservés aux blancs. Seuls quelques indigènes blanchis avaient le privilège de se soigner dans des hôpitaux pour blancs. Ensuite, pour résoudre le problème de ressources humaines, en 1918, l'école de médecine de Dakar est créée pour former les professionnels de santé africains, afin d'assister les professionnels blancs. On les appelle les assistants médicaux indigènes.
Il est clairement inscrit sur leur diplôme qu'ils ne peuvent travailler que dans les colonies et pas en métropole. Ils sont alors affectés dans les hôpitaux pour indigènes et le plus souvent, ils travaillent sous la responsabilité des médecins blancs. Quand bien même ils pouvaient être compétents, ils étaient considérés comme moins qualifiés et inférieurs aux blancs. Mais plus d'un siècle après ces faits historiques, peut-on encore continuer à accuser les colons d'être les responsables de notre situation sanitaire actuelle? Je ne le pense pas. Nos pouvoirs publics ont démissionné. Ils n'ont pas fait de l'hôpital leur priorité. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas 10 000 francs CFA. Et ces gens-là constituent la majorité des personnes qui décèdent. Nous avons au sud du Sahara le taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. Un peu plus de 40 décès pour 1000 naissances. L'espérance de vie la plus faible du monde. À titre d'exemple, en Europe, l'espérance de vie est aujourd'hui de 77 ans en moyenne, contre 62 années en Afrique. Les 10 pays du monde où l'espérance de vie est la plus faible sont tous situés en Afrique subsaharienne. Autant de choses qui impactent notre économie. Les États n'arrivent plus à honorer l'engagement d'Abuja qu'ils avaient pris, qui était de mettre 15% de leur budget annuel dans la santé, pour permettre à ce que les Africains, la population, puissent se soigner convenablement. Il faut dire les choses sans ambiguïté. Les États africains, nos dirigeants, dans leur immense majorité, ont échoué à s'occuper de la santé des populations. Ils ont clochardisé à la fois les médecins, mais également les hôpitaux publics. Ils sont les premiers responsables. Diriger un pays, c'est répondre aux besoins les plus élémentaires de ses concitoyens, y compris la sécurité sanitaire qui relève de ses pouvoirs régaliens. Comment peut-on qualifier autrement nos hôpitaux dans lesquels Aïcha peut mourir dans l'indifférence totale du personnel et des soignants, et qui manque quasiment de tout? Plateau technique obsolète, souvent en panne parce que mal entretenu, coupure régulière d'électricité, avec accroché des groupes électrogènes pour ceux qui en ont, qui manquent de carburant pour le faire tourner. Manque de médicaments. La plupart des hôpitaux n'ont même pas de pharmacie, ce qui installe le règne du trafic de médicaments, le soignant se transformant en dealer. Dans la plupart des cas, le malade doit venir avec son médicament, sinon on ne s'occupe même pas de lui. Je ne résiste pas à la tentation d'évoquer les infirmières, nos très chères infirmières en Afrique francophone, notamment en Afrique centrale. Si sous d'autres cieux, elles sont le réconfort, elles sont perçues comme le début de l'apaisement, de l'assurance, celle sur laquelle le malade arrive à fantasmer. Dans de nombreux centres hospitaliers au sud du Sahara, elles sont de véritables tortionnaires, des terreurs que redoutent les patients. Les malades sont leurs souffre-douleurs. Je me souviens de ce passage désagréable à la maternité de l'hôpital général de Yaoundé, au Cameroun, où j'avais été invité par un membre du personnel excédé et désireux de faire connaître le comportement inacceptable de ses collègues. Il m'a invité à venir assister pendant quelques heures, au réel, au triste spectacle. La future maman en travail qui hurlait de douleur était traitée comme une pestiférée ou une criminelle. « Madame, on ne vient pas hurler ici, hein. Il faut te calmer maintenant. Tu nous casses les oreilles. Quand tu soulevais tes jambes avec ton mari et c'était bon, tu ne savais pas que ça allait faire mal après? D'ailleurs, va d'abord acheter les médicaments qu'on t'a prescrits. Sinon, tu rentres chez toi. » Finalement, la pauvre dame, aidée par celle qui l'accompagnait, a accouché dans le couloir de la maternité, sans le secours des infirmières indifférentes. Le docteur Roger Mogo me confirme l'avoir si souvent vécu pendant ses passages dans certains hôpitaux du Cameroun. Pas étonnant que Monique Koumatekel ait été éventrée par son proche qui essayait au moins de sauver les enfants en souffrance dans son ventre devant l'indifférence du corps médical qui se contentait de filmer la scène macabre avec leur téléphone portable. Et cette attitude, je l'ai retrouvée dans de nombreux pays du sud du Sahara. Un peu comme si le choix du métier d'infirmière s'était imposé à elles. Elles n'ont aucun respect pour le patient. Ça ne devrait pas faire l'objet d'une quelconque discussion en disant que le malade doit être respecté, il doit être au centre de la relation et quelles que soient, on va dire, ses caractéristiques socio-économiques, sa provenance, son niveau d'instruction, son travail, il reste un malade. Encore un gros déficit de formation et de déontologie. On meurt souvent pour des maladies qui nécessitaient 10 000 francs CFA. Les hôpitaux sont gangrénés par les mêmes maux qui minent notre société. La corruption. Nous soignons des militaires et des policiers, des fonctionnaires de l'État et des services spécialisés. Vous savez que pour ces services rendus,
l'État ne paye pas de manière continue et régulière ce qui est dû. Et très malheureusement, il se crée des métiers, des facilitateurs pour que l'État arrive à payer. Mais alors, là-dessus, vous lâchez 30-40%. Je leur ai dit, je ne le ferai pas personnellement, mais ça semble être la pratique et tout le monde semble trouver que c'est normal. Nos dirigeants se sont montrés peu soucieux ou incapables de relever le défi du système de santé performant et accessible à tous. Oui, la santé n'est pas vraiment la priorité de nos États. Les coûts sont largement supportés par les ménages et les ONG. En 2017, un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a constaté que 20 pays d'Afrique subsaharienne dépendent du financement des donateurs pour plus de 20% de leurs dépenses de santé. La plupart des subventions proviennent de l'OMS, des institutions internationales telles que l'Union européenne, mais aussi des ONG telles que la Fondation Bill et Melinda Gates. La part des ménages dans le financement des soins peut représenter jusqu'à 80%. On a confié aux États la notion de sécurité des biens et des personnes. Et la santé fait partie de la sécurité des personnes. Donc c'est le pouvoir régalien d'un État de pouvoir l'assurer. Mais nos États ont fait faillite. Ils ont fait faillite dans le système de santé comme dans tous les autres systèmes par ailleurs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore compter vraiment sur nos États pour pouvoir le faire. On est 64 ans après les indépendances. On se rend compte aujourd'hui qu'une bonne partie de notre santé est encore subventionnée par des organismes internationaux qui, bien sûr, ont des calendriers ou des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On va vous dire que la moitié de l'argent qui va dans le financement de la santé chez nous vient des partenaires techniques et financiers. Mais Alain, il s'agit de crédit, ça veut dire qu'en fait, nous payons. Ça veut dire qu'en fait, cet argent est de l'argent congolais. Mais très malheureusement, lorsque cet argent vous est prêté avec des conditions et que son utilisation est entre les mains des gens qui vous le prêtent, des fois, vous n'avez pas nécessairement la capacité de l'acheminer de manière optimale vers ce que vous avez envie de faire. On voit de nombreuses organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et autres qui financent nos systèmes de soins. C'est une aberration. On ne peut pas confier ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre santé, aux étrangers. Demain, du jour au lendemain, s'ils arrêtent, on est mort. Ils ont un tel mépris pour nos hôpitaux qu'ils ne les fréquentent pas. Tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. L'évacuation sanitaire a une cause historique qui remonte dans le temps parce que les conditions font qu'il y a toujours ce complexe vis-à-vis de l'Occident. Comme le colon, ils ont choisi de se soigner à l'étranger et le plus souvent aux frais de la princesse. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France, mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis, les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils vont faire un dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Ils enrichissent et contribuent à créer des hôpitaux ou à entretenir des bons hôpitaux chez les autres. Parce que souvent, ils paient même beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient payé chez eux. La majorité des pays d'Afrique francophone, leurs dignitaires et beaucoup de gens continuent à aller se faire soigner ailleurs parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur système. Elle pose un vrai problème, en ce sens que c'est déjà une non-reconnaissance de ses propres enfants. Vous savez, quelque chose de très insolent qui est arrivé, c'est Covid-19. On était tous bloqués ici, riches et pauvres. Personne ne pouvait partir. Et ça, à mon avis, c'était quelque chose d'extraordinaire qui a sonné une grosse sonnette d'alarme, qui a bougé une grosse sonnette d'alarme pour dire à tout le monde, il vaut mieux avoir le système de santé solide ici. Des fois, on n'a même pas le temps d'être évacué. Et donc, il est important pour nous que la prévention et la prise en charge soient de qualité ici. Un des dignitaires qui avait une insuffisance rénale, qui est venu en Europe se faire dialyser, mais le coût dépensé pour sa dialyse était capable de créer 12 postes de dialyse dans son pays. Imaginez-vous 12 postes de dialyse, le nombre de personnes qui pouvaient être pris en charge. Et tout cet argent a servi qu'à une seule personne. Et qui a fini par mourir, évidemment. Et s'il y avait les 12 postes de dialyse dans son pays, non seulement ça lui aurait servi, mais ça aurait servi à beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous déplorons tout cet argent que nous jetons allègrement à l'étranger pour soigner des individus, alors que l'on peut utiliser le même argent pour soigner plusieurs personnes. Les mêmes sommes d'argent dépensées pourraient
remplacer des hôpitaux qui sont moribonds dans leur pays et faire des hôpitaux de référence, de vrais hôpitaux de référence. C'est même un danger pour eux, parce que très souvent, on a vu des dignitaires mourir parce qu'ils n'avaient pas le temps d'arriver dans un hôpital à l'étranger, en Europe, et parce qu'ils fuyaient l'hôpital qu'ils n'avaient pas créé chez lui. Souvenez-vous le cas de l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, mort pendant son transport vers l'Europe. C'est tous les dirigeants africains, ou presque, qui vont chaque année, à date régulière, faire un check-up en Europe. Les budgets dépensés sont astronomiques et font l'objet d'une ridicule confidentialité des ministres des Finances qui s'emploient de toute leur force de dissimuler les montants. Selon le docteur Serine Falilou Samb de la polyclinique Pasteur de Rufisque en banlieue dakaroise, les évacuations sanitaires coûtent 24 milliards de francs CFA par année au trésor public du Sénégal, ce qui représente au moins 3 hôpitaux de référence que l'on dépense par an pour soigner quelques dignitaires. Des hôpitaux que l'on n'aura jamais. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Ils sont néanmoins quelques-uns, les dirigeants, qui ont pris sur eux de limiter ou d'interdire ces évacuations sanitaires. Pour eux, cela n'est pas acceptable. Il y a des gens, pour un défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Ils ont un cancer en phase terminale. Ça fait mal, ça fait pitié, parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs CFA pour le plaisir d'envoyer une évacuation à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1000, 2000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Je crois que les évacuations sanitaires, de manière tout à fait courageuse, devraient l'être. Il y a des gens qui vont pour une rage de dents à Amsterdam ou à Paris. Mais le gros de la population qui a besoin probablement du 10e, si pas le 100e de ce que peut coûter une évacuation sanitaire, on ne l'a pas. Dans quelques années, nous allons interdire les évacuations au Bénin. Si quelqu'un a l'argent lui-même, il va. Ouais, il veut. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Face à la détérioration, à la déchéance de nos hôpitaux, face à leur manque de professionnalisme, se sont multipliées des cliniques dans nos villes subsahariennes. Des cliniques qui venaient suppléer le déficit de qualité des hôpitaux. Seulement, elles ont proliféré très souvent dans un chaos indescriptible. Ce qui au départ apparaissait pour beaucoup comme une alternative, une réponse au dysfonctionnement des hôpitaux, s'est rapidement transformé en une fausse solution. Les cliniques ouvertes dans le désordre, sans réel plateau technique, sans contrôle sérieux, où de nombreux médecins désireux d'arrondir leur fin du mois difficile viennent officier, sont très souvent pires que dans certains hôpitaux publics. Dès que vous y entrez, on doit rapidement vous saigner, vous faire payer sans même comprendre quel est le mal dont vous souffrez. Vous êtes d'abord un client. Ces cliniques qui au départ étaient perçues comme une alternative pour ceux qui avaient un peu de moyens et acceptaient de payer pour leur santé ont perdu de leur confiance, tant les drames s'y jouent. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que dans cette faune, certains s'emploient malgré tout à servir en tenant compte de l'obligation de rentabilité qui s'appuie sur l'obligation de qualité. Certaines de ces cliniques restent des pistes de solutions à explorer. On ne peut pas parler des errements, des travers de notre système de santé en Afrique sans évoquer un autre facteur tout aussi grave, le monde des laboratoires d'analyse. Il est passé le temps où le médecin était presque un magicien qui se contentait de regarder la couleur de vos yeux, de vos urines, pour déterminer le mal dont vous souffrez. La médecine aux doigts mouillés est derrière nous, puisque l'évolution de la science, l'extraordinaire évolution de la biologie, a permis de déterminer de façon précise le mal dont souffre le patient. Quand on est démuni, quand on n'a rien, quand on est dans un endroit un petit peu reculé, où on n'a pas le plateau technique,
Moi, je ne sais pas préciser et porter un diagnostic par moment sans une prise de sang ou sans un examen d'imagerie médicale. On ne guérit pas simplement parce qu'on a un bon médecin, on guérit parce qu'on a un bon pharmacien, et donc il y a des bons médicaments. On guérit parce qu'on a un bon laborantin, un médecin biologiste, donc qui a de bons réactifs et qui a une bonne formation et qui est déontologique. On guérit parce que le radiologue va nous faire une bonne radio, une bonne interprétation. On guérit aussi parce que la puissance publique a organisé pour sécuriser tout cela. Dans le domaine des laboratoires aussi, on assiste à des pratiques de corruption monumentales. Des laboratoires qui ont mis sur pied des systèmes de partage avec les médecins. J'ai assisté un jour à une conférence d'un laboratoire de la place ici à Yaoundé, bon, je ne vais pas citer le laboratoire, qui avait invité les médecins pour présenter un nouveau médicament. On arrive dans la conférence, il y avait pratiquement 120 médecins. Et puis, la dame qui était responsable du laboratoire est devant et commence à présenter le médicament, la molécule, etc. Ce qui se passe, c'est que, déjà, avec tellement d'erreurs dans la présentation et tout, mais bon, c'est pas ça le plus important. C'était un médicament qui, selon eux, permettait de restaurer le système immunitaire des patients qui souffraient de sida. Pendant sa présentation, il y a quelque chose qui m'a choqué. À un moment donné, elle dit que je sais qu'au Cameroun, c'est difficile. Je sais que les médecins, vraiment, le traitement salarial n'est pas bon, les emplois et tout. Mais on a quand même prévu quelque chose pour vous. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, vous aurez 500. On va vous donner des facturiers qui ont des souches à chacun qui souhaite utiliser le médicament. Comme ça, chaque fois que vous prescrivez le médicament, à la fin du mois, on vient prendre les souches, on compte et puis on vous donne vos 500. À la fin donc de la présentation, elle dit, ceux qui souhaitent alors le faire, venez prendre les souches. Et plus de 80% des médecins allaient prendre. Ils prenaient les souches. Et je vous rappelle que c'est un médicament qui coûte 16 000 francs, qui est interdit dans certains pays en Europe, qui n'a fait l'objet d'aucune étude sur le plan pharmacologique et de ce qu'on appelle la pharmacovigilance pour contrôler les effets d'un médicament à court, à moyen et à long terme au Cameroun, mais que les gens vont commencer à prescrire à vous, à nous, juste parce qu'ils auront 500 après. Il y a des systèmes de corruption, c'est-à-dire que quand vous venez voir un professionnel de santé, il vous prescrit un examen pas parce que cet examen est nécessaire pour vous, mais il prescrit cet examen parce que il faut que vous alliez dans un laboratoire faire cet examen où il a une rétrocommission, c'est-à-dire qu'on lui reverse 30 ou 20% du coût de l'examen qui sera fait. C'est inacceptable. Mais le plus gros, ce qui est criminel, c'est ces laboratoires qui donnent des résultats complètement aléatoires, parce que l'on a des réactifs périmés ou de mauvaise qualité. Il y a également des faux réactifs de laboratoire totalement périmés qui s'utilisent uniquement pour ne pas perdre ce que l'on a emmagasiné ou conservé dans les magasins comme produits de laboratoire. Soit il va acheter des réactifs n'importe où et n'importe comment, ce qui fait qu'on peut avoir des réactifs périmés qui donnent des faux résultats, ou alors, ce que j'ai vu dans certains pays de mes yeux, où on prend, par exemple, vous envoyez un patient pour faire une prise de sang pour faire une sérologie de HIV, il prend 10 tubes prélevés qui mélangent dans un seul tube et dont il fait le test parce qu'il fait l'économie du test du réactif. Si l'examen revient positif, eh bien les 10 sont positifs. Si l'examen revient négatif, les 19 sont négatifs et tant mieux. Mais là, il a fait une économie du réactif. Ce qui est quasiment criminel. Il y a certains laboratoires au Cameroun que je ne vais pas citer, bien évidemment, où quand vous arrivez pour faire un examen, vous venez, vous dites, je vais peut-être faire la goutte épaisse ou je ne sais pas, le test de je ne sais pas trop quoi. On vous prélève. Dès que vous partez, on ne fait pas l'examen, on écrit le résultat. Il y a plusieurs laboratoires qui le font. Je vais même encore plus loin. Il y a des laboratoires où vous venez, vous deux, peut-être faire le test d'hépatite B. On te prélève, on le prélève. Dès que vous partez, on mélange vos sangs, on utilise le même réactif. C'est-à-dire que la personne qui fait ça ne comprend rien à l'immunologie. Et quand c'est négatif, il vous met vous deux négatifs, juste pour économiser les réactifs. Vous conviendrez avec moi que l'on peut difficilement faire plus criminel. Vous avez ainsi des résultats totalement faussés qui ne correspondent à rien et qui de fait condamnent le patient. Que peut faire le médecin dans ce cas avec des résultats qui sont faux parce que l'on a mélangé les prélèvements? Et c'est exact. Et ça j'ai vu de mes yeux. Et ça, je peux le témoigner, j'ai vu. J'ai vu. Et quand on discute avec ses propres professionnels, ils disent, mais si on ne fait pas ça, on ne s'en sort pas. Pour ça, j'ai vu plusieurs
dignitaires qui ne font pas confiance, ça c'est le laboratoire. Alors, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est tous les laboratoires. Nous devons être en mesure d'être aussi sévères avec les médecins que nous devons l'être avec les plateaux techniques, mais également tous les laboratoires que nous avons. Cela nous permettra d'avoir la capacité à la fois d'améliorer notre diagnostic pour soigner, mais surtout être en mesure de pouvoir détecter les maladies avant qu'elles arrivent. Je me souviens d'un malade qui est arrivé à Paris avec des résultats d'un labo et un scanner fait au Niger par un spécialiste que l'on décrivait comme l'un des meilleurs de la région. Au regard des résultats, il préconisait une opération chirurgicale urgente et interdisait au malade de s'aviser à prendre l'avion parce qu'il ne supporterait pas le voyage. N'ayant pas confiance en ses diagnostics, il a malgré tout pris le vol et est arrivé à Paris au petit matin. Aux urgences de l'hôpital intercommunal de Créteil, les médecins qui ont recommandé de reprendre les analyses ironisaient sur ces étranges résultats alarmants venus du Niger. Rien à voir avec les résultats obtenus dans le centre. Il a juste été administré du flagyl au patient qui souffrait simplement d'une intoxication alimentaire, sans plus. Quelques heures après, il était guéri. Les soignants de cet hôpital riaient sous cap. J'en avais honte parce que c'était l'image de la médecine africaine qui était ainsi mise à mal. Des cas comme ceux-là, on en connaît beaucoup. C'est vrai qu'il faut largement investir dans les laboratoires et les explorations paracliniques, parmi lesquelles celles d'imagerie sophistiquée, etc. À tous ces travers s'ajoutent les faux médicaments, les médicaments qui tuent. Ce qui est plus grave, ce sont les faux médicaments, entre guillemets, ou des médicaments contrefaits. Et parmi ces médicaments contrefaits, il y a beaucoup qui sont faux. L'Afrique est vraiment le continent où non seulement les armes de guerre se testent, mais également certaines choses mauvaises se testent également. Nous devons en prendre absolument conscience. Environ 116 000 décès par an causés par des médicaments antipaludéens falsifiés et non conformes aux normes, rien qu'en Afrique subsaharienne. Les faux médicaments tuent près de 500 000 personnes chaque année en Afrique. On en trouve de toutes les sortes. Et ça, c'est très dangereux de voir que quand vous prescrivez un antibiotique avec une dose de 1 gramme et que dans le comprimé, il n'y a même pas 100 milligrammes, et parfois, il n'y a même pas du tout le principe actif, et c'est ça qui est dangereux. Et on en voit. Les laboratoires et autres fabricants de médicaments ne sont pas en reste dans ce domaine. Il y a quand même quelque chose de frustrant dans notre attitude. Quelque chose qui amène à se demander si nous avons conscience que notre santé est vraiment notre bien le plus précieux, sans lequel rien n'est possible. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, nous importons même jusqu'aux compresses, alors qu'il y a des produits parapharmaceutiques qu'on aurait pu les fabriquer chez nous. L'industrie du faux médicament, certains disent qu'elle rapporte même plus que l'industrie des minerais, etc. Tant que nous n'aurons pas investi et compris la place de la transformation de ce que nous produisons, nous ferons un tout petit pas, certainement pas un pas de géant. Nous pensons qu'il faut faire une réflexion globale, parce que l'ensemble doit se tenir. Il est fort prétentieux de faire un état des lieux exhaustif de notre système de santé en Afrique, notamment francophone, tellement il va mal, et les travers, les dysfonctionnements sont nombreux. Il est pourtant important d'y arriver en complétant vous aussi ce diagnostic avec votre expérience personnelle, en répondant, en participant au thermomètre Mensa sur la santé que nous proposons à la suite de cette chronique. Votre point de vue, votre expérience, votre opinion nous intéresse évidemment. Elle est précieuse pour faire avancer la réflexion et trouver des solutions. Notre préoccupation, notre objectif à Mensa étant d'apporter des réponses, de proposer des solutions concrètes, d'avoir une approche constructive, de poser la question: que fait-on maintenant? L'Afrique est confrontée à des défis sanitaires majeurs qu'il faut relever. D'abord, le poids des maladies. La population de l'Afrique subsaharienne croît. Elle est actuellement d'1,46 milliard. Et les projections disent qu'elle sera de 4,4 milliards en 2100. Or, notre système de santé semble totalement sclérosé et peine à suivre cette dynamique démographique. L'Afrique demeure le théâtre des endémies et des épidémies de nombreuses maladies transmissibles dont elle paye encore le plus lourd tribut en termes de mortalité par rapport à d'autres continents. En 2021, d'après l'OMS, le paludisme tuait encore plus d'une personne par minute en Afrique, soit 96% des 619 000 personnes décédées du paludisme dans le monde. Les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les maladies mentales, les cancers, les accidents de la voie publique, qui sont des sous-produits du développement de l'urbanisation avec ses corollaires de sédentarité et de mauvaise hygiène de vie, sont en augmentation. Globalement, la médecine africaine ou les maladies africaines
elles n'ont de spécificité que quand on y rajoute les maladies infectieuses, parasitaires, le paludisme. Mais je pense que dans un centre hospitalier d'une grande métropole en Afrique, on va se retrouver d'ici quelques années à être confronté au même type de pathologie que ce que nous avons ici en Occident. Le deuxième défi est celui d'une population vieillissante. La population âgée et vieillissante va augmenter. L'Afrique doit inventer un modèle de prise en charge des anciens basé sur ses valeurs, avant que le modèle occidental des maisons de retraite n'envahisse le continent. Et là, notre commission santé à Mansa a durement travaillé sur la question et est optimiste. Si bien sûr nous prenions conscience qu'il en va à la fois de notre survie, mais également de notre économie. Il est évident que la question de la formation de nos médecins est primordiale. Il va de soi qu'il va falloir que les pouvoirs publics, que les responsables de la santé prennent leurs responsabilités en veillant à ce que cette formation soit de qualité. Qu'il va falloir mettre un terme à cette prolifération chaotique des facultés et des écoles de médecine sans infrastructure. La santé est suffisamment importante pour la laisser dans des mains indélicates. L'espoir est permis. Quelques centres d'excellence existent avec de bons résultats, comme les centres de recherche contre le paludisme et de lutte contre la drépanocytose au Mali et au Burkina Faso. Certains pays commencent à mettre en place une politique sanitaire visionnaire et ambitieuse pour un véritable changement. Exemple, le Rwanda. Un crime de mourir de paludisme au Rwanda, alors qu'il y a beaucoup de pays où on meurt encore de paludisme. Je pense qu'on pourrait, en termes de santé, en termes d'organisation, en termes de, de volonté, se référer au modèle rwandais à plusieurs titres. Je pense que la santé vraiment a été mise en avant comme un objectif, améliorer la santé des populations rwandaises et encore, avec beaucoup d'ambition, faire du Rwanda une destination médicale, c'est-à-dire du tourisme médical. Donc, il faut beaucoup d'ambition. Peut-être. Un pays comme le Rwanda, pour parler des pays d'Afrique, parce qu'il y a l'île Maurice qui est autre chose encore. Hein. Le Kenya est un peu différent, même s'il y a des choses à revoir aussi. Mais j'ai été au Kenya, j'ai vu quand même qu'il y a des choses qui se développent. Et les moyens sont donnés. On a créé des facultés de médecine. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 au Rwanda. Et quand vous rentrez dans les hôpitaux, l'organisation. Je reprends bien toujours, avant l'équipement, il y a l'organisation. On voit bien une organisation hospitalière, une hiérarchisation, un parcours de soins. Il n'y a pas de nomadisme médical. On ne va pas à l'hôpital universitaire quand on a un problème qui relève d'un hôpital local. À la vérité, avec un peu de volonté et du bon sens, un autre modèle est possible avec l'économie de la santé. Il est impératif de faire de la santé un véritable levier de croissance économique pour les décennies à venir, afin d'aspirer à la souveraineté sanitaire de l'Afrique. L'économie mondiale de la santé, c'est 11 billions de dollars. 11 billions de dollars. L'Afrique se contente d'être simple consommatrice, en important quasiment tout ce dont elle a besoin. Il est temps que l'investissement consacré à l'importation soit orienté vers la création d'industries locales de la santé, aussi bien dans les infrastructures, les équipements, les médicaments que dans la biotechnologie. Il est temps qu'en Afrique, on cesse de concevoir la santé comme simplement des soins produits par les autres que nous devons consommer. Ce n'est plus acceptable. La santé doit être considérée comme un secteur économique rentable, non seulement capable d'améliorer la qualité de vie des populations, mais aussi de créer de la richesse. Elle ne doit plus être perçue comme un centre de dépenses, comme un centre de coûts. Non, la santé est un business. Il peut être un centre de profit. On est capable aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, de mettre en place des systèmes de financement qui pourraient permettre de couvrir nos soins. Que les décideurs, les politiques, doivent manifester réellement la volonté et y mettre réellement un engagement et des moyens. Aujourd'hui, le monde de la santé, c'est un monde économique global.
il y a une concurrence et le système d'offre de soins est une économie et tous les pays du monde viennent chercher les clients en Afrique parce que c'est là-bas où ils ne veulent rien faire et ils payent beaucoup. Alors qu'il est temps maintenant que nous prenions notre part dans ce système de soins et système économique de soins. Aujourd'hui, on voit, pour ne pas les citer, certains pays comme les pays du Maghreb qui aujourd'hui ont un coût de soins un peu plus bas qu'en Occident, ce qui fait que des prothèses dentaires ou bien des chirurgies, les patients en Europe vont soit en Turquie, soit en Tunisie, soit au Maroc pour pouvoir avoir accès à ces soins de qualité. Pourquoi pas nous? Nous pouvons aujourd'hui créer nos propres hôpitaux de référence et des vrais hôpitaux de référence et compétitifs par rapport aux hôpitaux européens et américains ou même turcs et asiatiques et faire venir des Européens, des Américains ou des Asiatiques chez nous. Parce que la plupart des gens qui soignent des patients en Europe ou aux États-Unis sont africains. Donc ils savent le faire, ils ont la compétence pour le faire. Et si on les ramenait chez eux en Afrique, et on pourrait créer donc inverser cette tendance d'évacuation sanitaire et créer une sorte de, entre guillemets, de tourisme médical où on pourrait faire venir des gens en Afrique pour se soigner. Comment faire de telle sorte que les évacuations sanitaires se font dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce soit plutôt les Occidentaux qui viennent se soigner dans nos différents pays. Cette ambition de faire de l'Afrique une destination pour le tourisme sanitaire n'a rien d'utopique. Il y a de façon indiscutable, pour tous ceux qui ont voyagé au Rwanda comme soignants, quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, déjà dans les mentalités de soignants, dans la formation, dans l'organisation, dans l'ambition, dans la projection. Figurez-vous qu'en Thaïlande, il existe un ministère dédié au tourisme médical, alors qu'en Afrique, nous avons plutôt des directions d'évacuation sanitaire dans nos ministères et dans nos ambassades. Nous devons prendre des décisions importantes pour installer la confiance en nos institutions hospitalières, en y consacrant des financements importants. Pour que nos hôpitaux soient respectés, il faut leur donner le standing qui convient, les équiper suffisamment pour qu'ils puissent être attractifs. Au jour d'aujourd'hui, si on pouvait permettre une phase transitoire où on peut passer par un certain nombre de privés qui ont les moyens pour construire des centres de référence, ça peut justement juguler. Je suis tenté de croire que surtout les institutions médicales, celles de l'État, les institutions publiques, devraient être gérées un petit peu comme les institutions privées, donc comme des entreprises. Je pense que le mythe du médecin directeur à la fois gestionnaire de l'hôpital et pratiquant devrait être, déjà à partir de la formation du médecin, ravalé au second plan. Mettre à la tête des hôpitaux des gestionnaires, des personnes, des managers qui savent absolument comment créer aussi de l'argent. Il faut dire que notre situation sanitaire est des plus précaires. Et aux grands mots, les grands moyens. On ne peut pas traiter notre santé avec négligence. C'est notre bien le plus précieux. Dans d'autres contrées, ils ont pris des mesures exceptionnelles pour construire une santé pour tous. Quand on prend le modèle en Europe, principalement en France, où j'exerce, on se rend compte qu'après la Deuxième Guerre, les personnes n'arrivaient pas à se soigner. On a mis en place un système de sécurité sociale et c'est ce système qui permet aujourd'hui aux praticiens de vivre de leur métier et aux patients de pouvoir se soigner convenablement. C'est un fait. Nous sommes au moins dans la même situation que ces Européens au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On ne parvient pas à se soigner. À nous de trouver des solutions propres à nous pour améliorer notre santé. Surtout que c'est à notre portée. Aujourd'hui, l'OMS dit, pour soigner un Africain, il nous faut à peu près 35 à 40 $ par an, par personne. Et on se dit, mais 40 $, c'est 25 000 francs. Donc notre vie est ainsi à cette hauteur-là. Ces chiffres ne sont pas fantaisistes pour une fois. Et chacun se rend compte que c'est vraiment à notre portée. 25 000 francs CFA permettraient de soigner tout Africain malade. Mais comment est-ce possible? Il faut créer un organisme privé d'utilité publique et à but non lucratif. Organisme privé. Pourquoi privé?
parce que nous connaissons la lourdeur administrative quand c'est un organisme public. Deuxièmement, d'utilité publique. Parce que la santé, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est un rôle, c'est la santé pour tous. Donc, ça doit avoir une utilité publique, tournée vers le public. Un rôle social. Un rôle social. Et ensuite, à but non lucratif. La santé n'est pas faite pour gagner de l'argent. C'est fait pour que tout le monde puisse se sentir bien et épanoui pour pouvoir travailler et donner le maximum de soi. Donc, cet organisme ne doit pas avoir un intérêt particulier de gain d'argent. S'il y a des bénéfices, ça doit être réinjecté dans le système de santé. Toutefois, cet organisme doit avoir un partenariat avec nos États pour la gestion des infrastructures hospitalières. Évidemment, cet organisme a une convention qui lui permet de gérer les hôpitaux, avec bien sûr un cahier des charges que les pouvoirs publics lui imposent. C'est l'État qui construit les hôpitaux, mais laisse la gestion effective, le traitement, la gestion du personnel à cet organisme. Dans ce système, le privé conserve une place importante. Il peut continuer de créer des cliniques, mais dans un cadre bien réglementé. Donc quand vous voulez créer, un privé veut créer un hôpital, c'est cet organisme qui définit le cahier de charges en disant si vous voulez avoir mon agrément, il faut que vous ayez vérifié tel cahier de charges. Et quand vous construisez, c'est cet organisme qui vient vérifier les installations, vérifier les diplômes des médecins pour s'assurer que vous êtes habilité à pouvoir donner les soins à ces patients qui représentent. Dans un tel cadre organisé, contrôlé et structuré, le médecin sort du ghetto parce que le système lui assure de meilleurs revenus. Et là, ça permettrait déjà d'avoir une qualité de vie pour ces professionnels et puis de se consacrer essentiellement à leur activité de soins ou de prise en charge de leurs patients. Comme je vous disais, c'est tout un ensemble. Si on arrive à bien payer les médecins, ça veut dire qu'il faut, en même temps qu'on puisse garantir qu'il y aura suffisamment de cotisations pour faire tourner tout le système sur une année. Il est important dans un chantier d'une telle importance de ne pas occulter la part de responsabilité du citoyen, de nous tous, afin que nous en prenions conscience et corrigions notre attitude. Il est évident que notre part de responsabilité est juste énorme. C'est un fait. Les pouvoirs publics ont échoué. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons trop tendance à dire, à raison, que la santé est notre bien le plus précieux. Mais curieusement, nous n'en prenons pas conséquemment soin. Nous avons tendance à tout remettre à Dieu et à confier cette responsabilité à l'État en sachant très bien qu'il est défaillant. Ce qui fait que la majorité des Africains ne se préoccupent de leur santé qu'à un stade avancé de la maladie. Peut-être que l'on devrait un peu plus se préoccuper de cette santé si précieuse en ayant une démarche plus responsable, plus préventive, plus proactive. Au-delà de la critique que nous font quotidiennement les soignants, celle qui veut que nous ne nous occupions de notre santé que lorsque le mal est fortement installé, que nous ne faisons rien pour la prévention, il y a aussi le fait que nous ne sommes pas toujours prêts à prendre des assurances ou des mutuelles qui nous aideraient en cas de coup dur. On se trouve ainsi fort démuni lorsque survient la maladie. C'est de suite la descente aux enfers. Pourtant, avec peu, on pourra au moins bénéficier de soins de santé de qualité. 25 000 francs par personne par an permettrait de soigner convenablement tout Africain malade. Je pense que ceci est à la portée de millions d'Africains. Quand vous voyez les quantités de bière, pour ne pas parler, que boivent aujourd'hui les personnes en Afrique, vous vous dites, mais s'ils pouvaient mettre ne serait-ce qu'une bière par jour pour leur santé, on payerait aisément les 25 000 francs à l'année, aisément. Et ceci permettrait à tout le monde d'être bien soigné. Face à la passivité de nos gouvernements, une prise de conscience pour des actions citoyennes et communautaires est possible. N'est-il pas venu le moment de penser à la création des structures de soins adaptées à nos besoins communautaires, par nous-mêmes et pour nous-mêmes? La couverture médicale universelle est absente dans la majorité des pays. Si elle existait et fonctionnait correctement, Aïcha n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller acheter les médicaments et à défaut, les assurances privées et les mutuelles couvrent une infime minorité des malades. En prenant sur vous de cotiser un peu, en mettant ce montant annuel sur votre santé, vous vous mettez, vous et votre famille, à l'abri du coup dur de santé. Et c'est très important, il y a plusieurs
exemples qui ont déjà été mis en place sur le continent, dans certains pays. Je peux citer la mutuelle des militaires au Sénégal, celle des enseignants au Mali et dans d'autres pays. Il s'agit dans ce modèle que propose Mansa de prendre tout le monde en compte. Tous. Pas seulement les salariés comme c'est généralement le cas jusque-là. Il faut absolument que vous soyez salarié, non salarié, fonctionnaire ou non fonctionnaire. Tout le monde doit cotiser pour que le système puisse marcher. Tout le monde doit cotiser. La téléphonie, tout le monde a un téléphone aujourd'hui en Afrique. Par le système digital, nous pouvons collecter très facilement. C'est le seul moyen aujourd'hui qui s'autofinance, qui permet aujourd'hui à toute personne vivant dans un pays de pouvoir payer une cotisation santé chaque année. On a dit $40, obligatoire et imposé à tout le monde. Et ensuite, cet organisme collecte cette épargne de santé et donne des agréments aux différents professionnels de santé qui doivent soigner ces patients. Le point clé ici, c'est la digitalisation du système de mutuelle qui, si elle est bien organisée, et c'est aujourd'hui possible, on a les moyens de le faire, mais on pourrait, à mon avis, faire des choses très rapidement et très efficacement. Digitalisation, le mot magique. Pourquoi peut-on très confortablement envisager ce changement? J'ai envie de dire cette révolution aujourd'hui, grâce à la digitalisation. Le digital offre une opportunité extraordinaire à l'Afrique pour redéfinir son système de santé, aussi bien dans l'offre de soins et l'accessibilité aux soins que dans son financement, sa gestion, ainsi que dans l'économie globale de la santé. L'Afrique est un terreau propice pour l'innovation dans le numérique et l'intelligence artificielle en particulier dans le secteur de la santé. Le taux de pénétration du téléphone portable, notamment en milieu rural, le développement de nombreux outils connectés et l'imagination créatrice des jeunes Africains pour des applications à vocation sanitaire sont des atouts énormes. Ces jeunes n'ont rien à envier aux développeurs indiens, chinois ou de la Silicon Valley. Ils peuvent non seulement permettre de désenclaver les zones rurales en termes d'offres de soins et de faire la prévention, mais aussi d'améliorer le système de soins de manière générale. Quand vous êtes dans un quartier, vous êtes malade, vous devez faire le tour des hôpitaux pour savoir qui est disponible pour vous prendre en consultation. Alors qu'avec ce système, tous les médecins sont référencés et avec un système digital, il suffit de dire je cherche le praticien disponible aujourd'hui ou demain dans tel quartier. Et là, tout de suite, ça vous permet d'avoir un créneau de disponibilité et vous allez tout droit vers le médecin qui est disponible au lieu de faire le tour d'une ville pour pouvoir savoir qui est disponible. Avec la digitalisation, il est possible aujourd'hui de mettre en place des systèmes d'évaluation et de contrôle continu pour pouvoir améliorer aussi la formation. On pourrait s'appuyer sur le numérique pour mobiliser les connaissances des médecins et des scientifiques du continent, mais aussi de la diaspora. On peut créer des unités mobiles de proximité connectées à des centres experts à distance, n'importe où dans le monde. Par exemple, les unités mobiles de télé-AVC et de télé-infarctus pour la prise en charge des urgences neurovasculaires et cardiovasculaires. L'utilisation du digital dans la microassurance et la possibilité de payer à distance par une tierce personne de la diaspora pourrait améliorer considérablement le système de santé dans la traçabilité et l'optimisation de la gestion et par conséquent les revenus et la qualité de vie des professionnels de santé. Un professionnel de santé peut être à New York et opérer un patient à Abidjan. Et donc, ça c'est une voie qui doit être explorée et sur laquelle on peut travailler et ça permettrait de sortir de ce système qui fait qu'indépendamment des États ou des hôpitaux publics, on peut créer un bloc opératoire à Abidjan où les patients peuvent être opérés par des professionnels qui sont à New York. Une fois le cadre législatif du secteur de la santé réorganisé pour renforcer le sens de responsabilité et d'éthique des professionnels de santé dans l'exercice de leur métier, le professionnel de la santé doit cesser de rendre compte qu'à lui-même et à Dieu. Désormais, il doit rendre compte à son patient et à la société. Autre recommandation importante, l'interdiction des évacuations sanitaires financées par les États. Comme l'a imposé dans son pays le président Patrice Talon du Bénin, il ne sera plus accepté pour les dignitaires d'aller se soigner à l'étranger aux frais de la princesse. Les contrôles réguliers qu'ils font ne seront plus la tradition. Si une personne veut aller se soigner, libre à lui, mais à ses frais. Nous préconisons pour cela de remplacer les directions d'évacuation sanitaire de nos ministères
et de nos ambassades par des directions du tourisme médical chargées d'inciter les Européens à venir se soigner en Afrique. Le rôle et la place des praticiens ne sont pas clairement définis et la pratique de la médecine traditionnelle africaine pas bien réglementée. Ce qui laisse le champ libre aux charlatans et aux escrocs et certains religieux qui occupent le terrain et ce marché. Une autre recommandation de Mansa est la réhabilitation et la coopération, le partenariat avec notre médecine traditionnelle vis-à-vis de laquelle nous avons une attitude condescendante alors que le soir, on les consulte pour nos maux qui n'ont pas trouvé le médicament efficace à l'hôpital. Nous avons développé un énorme complexe vis-à-vis de notre médecine traditionnelle. Les conséquences certaines de la colonisation qui l'ont légué au stade de pratiques païennes. Et le plus drôle est que l'on y recourt nuitamment, en cachette, ce qui n'est pas de nature à la laisser s'exprimer. Comme dit un adage, là où il y a flou, il y a loup. Comme tout ce qui se fait dans le noir, elle est bridée et est devenue le champ d'expression de nombreux charlatans et escrocs de tout poil. La tendance au charlatanisme. La plupart en font un fonds de commerce. Et un fonds de commerce sans avoir apporté suffisamment de preuves. Pourtant, à la vérité, la médecine dite traditionnelle africaine est riche. Pygium africanum ou tadenant est une molécule extraite du prunier d'Afrique et utilisée pour traiter une des maladies de la prostate. Nuclea latifolia, péché africain, est un arbuste présent en Afrique, dont l'écorce des racines contient un puissant médicament contre la douleur, plus connu sous le nom de tramadol, qui est une molécule de synthèse. Ces deux molécules sont utilisées depuis de longues dates par nos praticiens traditionnels. Le développement d'un partenariat entre les vrais thérapeutes traditionnels et les chercheurs est nécessaire pour tirer le meilleur profit de notre pharmacopée. Ceci pour le bien-être de l'humanité. Comment pouvons-nous être assis sur toutes les plantes, toute la biodiversité qui est la matière première de tous les médicaments et attendre que les autres nous disent comment nous soigner et fabriquent les médicaments que nous consommons avec nos plantes pour nous les revendre? On a une pharmacopée traditionnelle qui est bien riche et sur laquelle on peut exploiter, d'ailleurs, beaucoup de choses sont exploitées de notre pharmacopée traditionnelle pour être utilisées aujourd'hui dans la médecine, dans le monde entier. Je vais citer une molécule qui s'appelle le tramadol, que beaucoup de gens connaissent sous ce nom-là, mais c'est une molécule qui existe dans nos plantes en Afrique sous forme traditionnelle et que les gens consomment depuis des siècles. Et je peux en citer plein d'autres comme ça. Aujourd'hui, nous avons une pharmacopée qui est restée très traditionnelle et nous n'avons pas d'organisme qui puisse référencer et travailler, extraire et travailler et pouvoir mettre sur le marché international tous ces dérivés de produits naturels que nous avons chez nous. Nous, on a notre pharmacopée, mais simplement, parfois, on l'a abandonnée aux charlatans et aux escrocs qui en font tout et n'importe quoi. Pourquoi, par exemple, les populations pygmées dans la forêt équatoriale résisteraient au virus du sida, au VIH? Étudier ces populations sur le plan anthropologique, sur le plan de l'immunologie, aiderait absolument l'Afrique. Donc je plaide absolument pour la multidisciplinarité, l'agronome le botaniste qui connaît certaines plantes et écouter surtout nos anciens. Les anciens, comment se sont-ils soignés dans nos villages quand il y avait une toux, etc. Il y a des choses que l'on trouvait dans la nature et qui pouvaient absolument aider à soigner l'une ou l'autre chose. Il faut apporter simplement la connaissance que les universités peuvent apporter en apportant des preuves du contenu de la composition de telle ou telle plante pour aider une telle pathologie. Je vais vous citer un cas très pratique, et vraiment réel, parce que c'est une patiente que j'ai suivie. Je vais aller vite. On était à 2 doigts de lui couper une jambe. Une jeune patiente, elle avait à peine moins de 20 ans. On devait lui couper une jambe. La veille de l'opération, sa grand-mère est allée la sortir de l'hôpital en disant « Non, j'accepterai jamais qu'on coupe la jambe de ma fille ». Elle a amené voir un guérisseur au village. Le guérisseur lui a mis une poudre, je ne sais pas quoi, et il lui a attaché 2 grilles sur la jambe. Il a dit « Va, ma fille, on ne te coupera jamais la jambe ». Et la fille est partie et on ne lui a pas coupé la jambe. J'ai vu cette patiente quelques années plus tard. Et après avoir repris son dossier et examiné, il n'y avait aucune raison qu'on lui coupasse la jambe. Et donc, finalement, en reprenant ce soin, elle a été guérie sans avoir besoin de chirurgie ou d'intervention chirurgicale. Et aujourd'hui, cette jeune fille marche et court sur ses 2 jambes. Et là, je peux vous dire que je ne sais pas ce que le médecin, le guérisseur avait dans sa tête,
même s'il n'a pas mis un médicament qui lui a fait quelque chose, mais sa conviction et la manière dont il a agi a pu sauver cette fille. Elle n'avait pas besoin de chirurgie, puisqu'il a bien sauvé, il a bien compris que c'était pas un problème chirurgical à son avis. Peut-être c'était un problème psychologique. Et il a peut-être mieux compris et mieux perçu ce problème psychologique que le médecin moderne, entre guillemets, qui était prêt à lui couper la jambe. Et donc, c'est un exemple de collaboration où chacun à son niveau peut contribuer à prendre en charge les patients. Et d'ailleurs, beaucoup de patients en Afrique se soignent chez des médecins traditionnels. La médecine que nous enseignons en faculté aujourd'hui, elle réserve, je pense bien, 15 à 20 heures à ce qu'on appelle médecine traditionnelle. Et les vrais professionnels, souvent, qui sont des très bons thérapeutes, savent bien faire la part des choses. Ne serait-ce que sur le plan psychologique et mental. Ils font parfois très bien parce qu'ils reprennent l'environnement social, culturel, dans lequel les gens évoluent. Et ils savent bien faire souvent la part entre une maladie psychosomatique et une maladie somatique. Et là, c'est leur domaine d'action où ils sont parfois très efficaces. Et ce qui éviterait des erreurs où on aurait pu couper une jambe qui n'avait pas besoin d'être coupée. Il est donc urgent de prendre en compte cet extraordinaire patrimoine naturel sur lequel nous sommes assis et que nous n'exploitons pas. C'est l'opportunité de développer notre propre industrie du médicament à partir de ces plantes que nous avons en quantité. Ceci d'autant plus que certaines de nos maladies n'intéressent pas vraiment les grandes firmes de l'industrie des médicaments. On délaisse le paludisme, on délaisse beaucoup de choses où on pouvait soigner parce que cette population concernée n'a pas les moyens de payer ce qu'il faut. Donc, on va aller plutôt trouver des médicaments pour le cancer ou des grosses maladies qui sont dans des pays occidentaux, qui sont entièrement pris en charge. Et du coup, pour les pharmaceutiques, pour les industries pharmaceutiques, c'est beaucoup plus rentable. Et on pourrait aussi mettre en place toute une organisation pour développer l'industrie pharmaceutique africaine pour répondre à nos besoins. Aujourd'hui, si on pouvait organiser toute cette partie pharmacopée et faire en sorte que l'État décide peut-être d'accorder des réductions d'impôts à des organismes ou bien à des privés qui souhaitent rentrer dans cette industrie, développer, mais à condition qu'il y ait un bon suivi pour être certain, et des tests pour être certain que les principes actifs sont vraiment efficaces et permettent aujourd'hui de bien soigner nos populations. Et au-delà de la production de médicaments qui sont tombés dans le domaine public, on peut développer aussi nos systèmes, nos capacités de recherche et de développement adaptés à notre environnement médical, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes maladies en Afrique qu'on trouve ailleurs. Même si on peut avoir des maladies qui sont universelles, bien entendu, mais la condition de vie en Afrique fait qu'il y a quelques maladies qui sont propres à nous et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et même les médicaments pour ces maladies, je parle par exemple certaines maladies parasitaires, sont parfois fabriqués à l'étranger. Alors qu'on pourrait, nous on a l'avantage d'avoir le terrain pour la recherche et le développement de produits, d'ailleurs parce que souvent ils sont faits là-bas, mais ils sont reproduits ailleurs. Donc ça c'est un des points sur lesquels il y a une nécessité de développer notre propre industrie pharmaceutique. Ce n'est pas normal qu'on continue à commander du sparadrap, importer du sparadrap en Occident, alors qu'en fait, il n'y a pas de plus-value dans la fabrication de sparadrap à l'Occident. On peut le faire chez nous. Mais nous pensons qu'au moins la partie parapharmacie, que nous pouvons monter des industries pour fabriquer tous ces produits qui sont importés à des coûts plus élevés. C'est vrai que la situation est ubuesque quand on y pense. Être assis sur toutes ces plantes médicinales et attendre que ce soit l'autre qui s'occupe de nous les transformer. Et c'est là où la diaspora aussi peut intervenir. On peut créer des encouragements d'investissement de la diaspora dans des centres de santé ou bien dans des centres de fabrication de produits de santé. L'un des atouts maîtres de cette transformation profonde de notre système de santé est sans aucun doute la diaspora africaine. Les médecins exerçant à l'international particulièrement nombreux représentent un maillon nécessaire au moment où l'on parle d'intelligence artificielle, de digitalisation, puisque désormais, ils peuvent, grâce aux nouvelles technologies, opérer depuis leur lieu de résidence. C'est vraiment, plus que par le passé, faisable. Aujourd'hui, on parle des outils technologiques qui permettent de faire de la téléconsultation, de la téléexpertise, donc, on peut rester chez soi dès lors qu'on a créé une passerelle
Dès lors qu'on a créé une confiance entre les patients, les médecins, entre nos collègues sur place en Afrique et certains de leurs compatriotes de la diaspora, nouer des passerelles. Aujourd'hui, vous pouvez passer un scanner dans n'importe quelle ville africaine. Il peut être lu en temps réel dans n'importe quelle autre capitale mondiale. Un professionnel de santé peut être à New York et opérer un patient à Abidjan. Et donc, ça, c'est une voie qui doit être explorée et sur laquelle on peut travailler. Et ça permettrait de sortir de ce système qui fait qu'indépendamment des États ou des hôpitaux publics, on peut créer un bloc opératoire à Abidjan où les patients peuvent être opérés par des professionnels qui sont à New York. Si le tableau de notre système de santé est particulièrement sombre, on voit dans le même temps qu'il suffit d'une volonté réelle des pouvoirs publics, des leaders de nos pays, pour qu'ils changent très rapidement et que se crée un cercle vertueux. Il serait injuste de ne pas saluer les efforts fournis par quelques États dans ce domaine. Un crime de mourir de paludisme au Rwanda, alors qu'il y a beaucoup de pays où on meurt encore de paludisme. Bientôt, au Rwanda, il va voir quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est des TEP scanners. C'est quelque chose qui devient fondamental, qui est une aide absolument importante dans le diagnostic et dans le suivi des maladies cancéreuses. Voilà un pays qui a l'ambition de faire donc de sa capitale une destination où on pourra venir se faire soigner avec, je pense, la même qualité de soins que si on allait dans des destinations que nous connaissons. À la vérité, le chantier de la santé en Afrique est pharaonique, mais il est vital et rien n'est impossible. Il est à notre portée. Il requiert pour cela la participation de tous, la réflexion de tous. C'est pourquoi, après ce travail fourni par Mansa, qui est un point de vue à compléter, à nourrir, à enrichir, à parfaire avec votre expérience, votre vécu, nous vous invitons à participer au thermomètre Mansa qui recueille votre opinion, qui prend votre avis. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de mansa.com et de cliquer sur le thermomètre. Vous devenez ainsi un acteur du changement. Nous prendrons en compte vos réactions pour repenser l'Afrique. Alors, vous jeunes Africains, à qui le monde de demain appartient, vous devez, comme disait Cheikh Anta Diop, je cite, vous nourrir et vous armer des sciences jusqu'aux dents et arracher votre patrimoine culturel. Fin de citation. Ceci pour inventer la santé du futur, avec pour mission et objectif de vous positionner en leadership dans le monde de la santé, et particulièrement dans l'e-santé. Oui, vous pouvez, et ensemble, avec Mansa, nous y arriverons.